Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission À votre santé sur JSF TV, en lien avec Réseau International, le Cercle des volontaires, Profession Gendarme. On salue aussi les modérateurs qui sont là présents avec nous, comme chaque soir, et qui sont vraiment des fidèles. Et Dieu vous bénisse. Et pourquoi je dis Dieu vous bénisse? Parce qu'aujourd'hui, on va parler pèlerinage. En effet, ce n'est pas la première, la première session de pèlerinage qui va avoir lieu dans le cadre des vaccins Covid et des soignants suspendus. Ceci étant, ça commence à prendre de l'ampleur et ça mérite qu'on en parle parce qu'on a un petit recul maintenant des pèlerinages précédents. Et puis surtout, c'est aussi l'occasion de vous y inviter. Et pour ça, j'ai demandé à Céline d'Action Veritas, à Élodie Casobiel et à Aurore de venir avec nous pour nous en parler. Je ne sais pas encore si personnellement je serai là disponible pour y venir, ne serait-ce qu'une journée ou deux. J'avoue que ça me ferait un plaisir immense. Mais en tout cas, je souhaitais vous faire intervenir là-dessus pour en parler. Tout de suite, je rappelle également que ce soir, c'est la dernière pour ce qui me concerne jusqu'à septembre. Et puis, c'est aussi pour ça que dans cette deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Philippe Grégoire qui va nous parler de l'urgence agricole. Parce qu'il m'a laissé un message il y a quelques jours et il souhaitait vivement prendre une vingtaine de minutes pour en parler à l'antenne. Je ne me voyais absolument pas le droit de le lui refuser, d'autant que vous savez tout ce qui secoue le monde agricole en ce moment depuis quelques mois, et particulièrement ces jours-ci avec les incendies en France dans lesquels les agriculteurs prennent une part immense pour tenter de pallier aux insuffisances monstrueuses et, à mon avis, largement volontaires de l'État. Voilà, ça n'engage que moi. À mon avis, ça engage tout JSF, parce que tout JSF pense comme moi. L'État est complètement défaillant de cette affaire et à se demander si ce n'est pas volontaire de leur part. Mais c'est une autre affaire, on en reparlera avec Philippe Grégoire tout à l'heure. En attendant, aujourd'hui, Céline, Élodie, Aurore, bienvenue à vous. Ce que je vais vous demander, c'est l'une comme l'autre de vous présenter très brièvement, même si certaines d'entre vous, je pense surtout à Élodie, à ce rond de serviette dans JSF, ça vaut le coup qu'on puisse se représenter, ne serait-ce qu'en 30 secondes, une minute. Aurore, en tout premier, on va y aller par ordre alphabétique. Bonjour à tous, merci Eric de nous accueillir ce soir. Donc moi je m'appelle Aurore, je viens des Vosges, j'ai 41 ans et je vis en couple, j'ai un enfant de 6 ans et je suis victime donc des injections Pfizer. J'ai reçu 2 doses dans le cadre d'un travail médico-social, donc ce qui m'a valu une obligation professionnelle. Et du coup, moi, j'ai rejoint les associations, donc on a une dose à victimes. J'essaye aussi d'apporter ma petite graine avec eux. Et voilà, donc je suis contente d'être avec vous ce soir. Et voilà. Merci beaucoup. Élodie, pas Céline, j'ai dit par ordre alphabétique, Céline. Oui, bonsoir à tous. Eh bien, voilà, je suis présidente de l'association Action Veritas. Donc, Action Veritas, c'est une histoire qui a débuté en 2024 et qui avait débuté en 2021 quand on s'est rendu compte de la farce Covid et des dangers du vaccin. Donc, on avait créé une association qui montrait les visages des victimes. Et me rendant compte, après 2 ans dans les rues, à montrer donc ces visages des victimes et les dangers du vaccin, je me suis dit, dans la rue, on n'arrivera pas sans la Providence et il nous faut un soutien beaucoup plus puissant pour inverser la tendance. Et donc, j'ai proposé des pèlerinages parce qu'étant nouvellement convertie, j'ai rencontré Jésus et donc je veux faire partager cet amour du bon Dieu et des grâces que l'on obtient si on le prie, quelles que soient nos difficultés. Jésus qui est représenté derrière toi aux côtés de Notre-Dame de Fatima. Merci Céline. Élodie, ton micro. Voilà. Oui. Bonsoir les amis, merci pour l'invitation, pour l'accueil. C'est chaleureux de pouvoir venir parler de Jésus et du pèlerinage ici. C'est important et merci beaucoup. Eh ben, moi, je suis donc Élodie, une soignante, infirmière de métier. J'ai fait le choix d'être assez cavalière pendant la période Covid, ce qui m'a valu une sortie de terrain de jeu. Après une multitude de procès, eh bien, je suis écartée de mon métier jusqu'en juin 2027.
Je crois que cela m'a offert un grand cadeau au cœur de l'épreuve, certes. Ça m'a permis de performer dans ma posture de soignante et de chercher comment améliorer notre poste d'accompagnant en santé. Et donc, j'en ai profité pour faire une multitude de formations qui allient la naturopathie, la loi de l'Hormèse. Voilà, et donc aujourd'hui, j'essaye d'accompagner les personnes qui ont besoin, je dirais, de performer leur terrain de santé. Voilà qui je suis. Et puis, lors de mon périple et puis de certaines présentations que j'ai pu faire sur plusieurs chaînes YouTube, entre autres, eh bien, Céline a entendu parler de moi. Elle m'a appelé l'an dernier pour venir participer au pèlerinage de Lourdes. Non, pas de Lourdes. Excuse-moi, Céline, si tu peux me reprendre, mais c'est pas à Lourdes. C'est Michel et Lourdes, les deux. Voilà, et donc j'étais accompagnée de Michel Procureur pour le premier, et puis évidemment que le pèlerinage n'a de sens que si nous rencontrons de nombreuses personnes. Et donc en fait finalement peu importe qu'il y ait Michel, Éric Mercier, moi, peu importe en fait ce qui compte c'est de venir sur le chemin à la rencontre du Christ et de comprendre ce que c'est finalement que de braver l'épreuve pour le rejoindre. Voilà. Merci Élodie. Alors tu es modeste aussi parce que tu parles de multiples procès, mais tu ne nous as pas parlé de tes gardes à vue et même des humiliations qui allaient avec. Hein. On peut quand même considérer que tu as beaucoup donné de toi et de ta personne pendant cette période Covid. Donc toutes les trois, vous êtes chrétiennes, vous êtes catholiques. Aurore également? Alors moi, je suis croyante et j'avance dans ma foi. Très bien. L'une comme l'autre, vous pouvez nous parler un petit peu de ce pèlerinage qui va avoir lieu, les dates, les lieux, et puis aussi comment les gens peuvent venir s'y accrocher. On en reparlera à la fin pour redonner les liens et les contacts, mais c'est aussi le but de l'émission, c'est non seulement d'informer qu'il existe ce pèlerinage, mais d'inviter largement, parce que ça ne s'adresse pas seulement à des victimes ou à des soignants suspendus. Oui, ça s'adresse à tous. D'ailleurs, je suis heureuse, moi, de participer à la deuxième partie d'émission parce qu'on aura des agriculteurs. Donc, en fait, un pèlerinage, c'est pour toutes les victimes du monde, en fait, tous les gens qui ont envie de rencontrer le Christ, tous les gens qui ont envie d'échanger, tous les gens qui se sentent persécutés par la démocratie, la République en marche, tous ceux qui sont déçus par ce système et qui sont mis à l'épreuve. Donc, c'est la 4e édition. On a fait 2 fois Lourdes, 1 fois le Mont-Saint-Michel, et cet été, on s'en va sur les terres de Normandie et de Bretagne. Donc, c'est du 20 août au 24 août. Et on commence par aller chez les Dominicains d'Avrier qui nous reçoivent une nuit dans leur couvent, où on fera donc des conférences avec des médecins, des victimes, comme Élodie, comme Éric Mercier, comme Aurore qui prendront la parole. Et nous ferons des processions avec les croix pancartes, qui est la marque de fabrique d'Action Veritas. Peut-être vous montrerai des photos. Et le 21, après, on va sur les pas de Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors, on commence par aller voir les époux Martin, donc ses parents. Donc, c'est un pèlerinage familial qui va nous montrer aussi comment se comporter en tant que parents. Parce que pour faire des saints et des saintes, il y a eu des parents qui ont bien élevé leurs enfants dans la tradition, dans l'amour, dans la vérité. Et voilà comment est arrivée Sainte Thérèse pour nous guider, pour sauver les âmes. Sainte Thérèse de Lisieux, même ceux qui ne sont pas chrétiens, je pense qu'ils la connaissent. Elle est tellement priée, tellement adulée, sainte patronne seconde de la France. Eh bien, on va aller la voir le 23 et 24 août. Elle est aussi priée par les musulmans. C'est vrai. Elle est aussi très priée, très vénérée par les musulmans. D'ailleurs, les musulmans disent, si vous n'étiez pas musulman, si on leur pose la question, vous seriez quoi? On serait catholique. Voilà, donc on se rejoint sur tellement de croyances, en fait.
Il y a que le Christ, le sang du Christ que, pour ma part, je sais qu'ils n'ont pas compris. Ben, c'est prétentieux de ma part, mais c'est normal quand on est chrétien qu'on défend, voilà, notre Seigneur. Après, nous irons voir aussi, on ira à Notre-Dame de Montligeon. Alors, c'est peut-être pas connu pour tout le monde, alors que c'est le centre mondial de la prière des défunts. Donc, c'est l'abbé Duguay, je ne me souviens plus la date, mais qui avait rencontré, en étant curé de cette petite contrée, où il y avait beaucoup de difficultés après la guerre, et donc il avait créé 2 usines, et aussi il a vu des malheurs dans sa vie avec beaucoup de morts, et il s'était dit il faut absolument que on prie pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Alors il a fait donc ce centre mondial de la prière pour les défunts qui nous concerne vraiment. Nous qui faisons des pèlerinages en hommage aux victimes et aux soignants résistants, il y a eu beaucoup de drames, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des morts pas soignés, il y a eu des morts qui ont été euthanasiés au Rivotril. On a empêché en 2021 d'enterrer nos morts. Les familles ne pouvaient même plus se rendre à l'hôpital. Les soignants étaient obligés de les mettre dans des sacs poubelles tellement ils ont fait n'importe quoi. Et donc, ben, tous ces morts, tous ces défunts, et ben justement, qui n'ont pas pu être enterrés, qui n'ont pas pu être soignés, et ben on peut aller s'en remettre à Notre-Dame de Montligeon. Donc c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce lieu qui est vraiment propice pour notre pèlerinage. Et en plus, en plein milieu de la forêt, on a loué un gîte. Ça va être vraiment magnifique. Voilà pour les 4 jours. On pourra peut-être dans l'émission passer quelques photos. Et le dernier jour, on va à Notre-Dame de Pontmain, donc une apparition magistrale en France de la Sainte Vierge, qui a arrêté la guerre en 1871, la guerre franco-prusse, avec une apparition aux enfants. Donc une merveilleuse histoire, et nous allons là-bas aussi avec des prêtres qui nous accompagnent. On peut revenir un petit peu sur Louis et Zélie Martin, parce que c'est des saints qui me touchent particulièrement, parce que c'est des saints en couple. Oui. C'est pas si fréquent que ça. C'est le premier couple canonisé. Exactement, voilà. Et donc, c'était les parents de la petite Thérèse de Lisieux, mais aussi de multiples autres filles qui ont toutes fini, non pas forcément saintes ou bienheureuses, mais au moins religieuses. Oui, il y a eu saintes, dont 3 carmélites. Ouais. La petite Thérèse a une histoire absolument remarquable. Et elle fait partie de ces saints qui comptent beaucoup parce que n'ayant pas quitté son Carmel, elle est devenue quand même patronne des missions, ce qui n'est pas rien. Morte à 24 ans, si j'ai bonne mémoire, soi-disant de la tuberculose. À mon avis, c'est plutôt des traitements qu'on lui a imposés contre la tuberculose, notamment à l'époque, il y a eu du mercure. Mais c'est une autre histoire santé dont on pourrait reparler ultérieurement. Mais je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas fait, que vous soyez chrétien ou pas, de lire Histoire d'une âme, le manuscrit autobiographique de Thérèse, Histoire d'une âme, où elle explique toute sa petite théologie de l'enfant, sa petite voix, V-O-I-E. Et beaucoup de personnes ont été retournées, je ne dis pas forcément converties, mais retournées par sa façon de voir les choses, où on n'accédait pas à Dieu par nos propres efforts, mais par la pure grâce. Elle prenait l'exemple de l'ascenseur qui commençait à peine à éclore à l'époque dans les hôtels, qui remplaçait les escaliers dans les maisons à multiples étages. Elle disait qu'elle avait trouvé l'ascenseur pour monter au ciel, là où tous les autres font des efforts avec les escaliers, et il suffisait qu'elle se fasse toute petite, toute humble, pour pouvoir accéder au bras du Père. C'est la sainte des humbles, des petites voix, c'est ça. Et ça veut dire, en fait, on peut se comparer à elle quelque part parce qu'elle ne faisait rien d'extraordinaire, même pas des grosses pénitences. Juste, elle était amoureuse du bon Dieu et elle faisait tout pour que dans son quotidien, les gens soient bien. Moi, j'ai une petite anecdote que j'aime bien, si je peux me permettre. C'est qu'elle avait une de ses sœurs carmélites qu'elle aimait pas trop parce
On n'est que des humains, on a tous des affinités. Et donc, il y en avait une, elle pouvait pas l'avoir en peinture. Et justement, elle savait pas quoi faire parce qu'avec un petit peu cette rancœur. Et donc, en fait, elle a contrebalancé en devenant très vertueuse, en l'aimant encore plus que les autres et en lui rendant service à tel point que cette fille qu'elle ne pouvait pas encaisser, elle pensait que Sainte Thérèse était sa meilleure amie. Donc, voilà qui est Sainte Thérèse. C'est vraiment un modèle incroyable. Tout à fait. Je ne sais pas si Aurore ou Élodie veulent rajouter quelque chose. Ouais. Il y a comme un blanc là. Oui, non, c'est que merci pour votre partage qui me laisse bouche bée, en fait, tant la synchronicité est toujours merveilleuse de programmes juste à point nommé. Bah, disons que pour moi, Sainte Thérèse, c'est la concentration même. Elle a jamais lâché d'un iota de fil conducteur. Voilà, Quand 24 vous allez années. dans une église et que vous voyez une religieuse avec des roses en main, c'est la petite Thérèse, parce qu'elle avait dit « Je ferai tomber une pluie de roses, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et elle a tenu parole. Beaucoup de témoignages me rapportent de la Première Guerre mondiale où des soldats l'ont vue en vision, où des soldats ont été sauvés par son intercession. Elle a même, encore maintenant, si vous passez dans une église et que vous voyez une statue de Thérèse, c'est bourré d'ex-voto, des petites plaques en marbre de remerciements pour l'intercession de Thérèse. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et voilà où on va. Donc, bienvenue pour découvrir, voilà, avec nous et dans une autre manière. C'est pas un pèlerinage traditionnel comme on pourrait le penser, parce qu'on vient de tout horizon différent et on n'est même pas tous croyants. D'ailleurs, Aurore, elle pratique pas, elle va pas à la messe, je crois. Et quand même, on se rassemble sur. Et ben finalement, il y a Sainte Thérèse qui nous rassemble. Voilà comment on pourrait le dire, même si on n'en est pas conscient. Tout à fait. Parfait. Alors, comment est-ce que les gens peuvent vous s'inscrire Alors moi, on pourra mettre en lien le Facebook et le Telegram, mais sinon, le mail, c'est très facile pour me contacter. C'est Oui. célinedsf@gmail.com. Je vais le mettre, on va le mettre dans la bannière. Céline. Voilà, après, comme vous avez mes contacts, que ce soit Élodie, Eric Mercier, toi Eric, si jamais il y a des gens qui sont intéressants, tu peux me faire le lien, s'il te plaît. Et on répond vraiment rapidement, d'autant plus que ça approche, c'est dans 1 mois, donc on est déjà une 50aine, donc c'est déjà bien ficelé. On attend les dernières âmes qui veulent nous rejoindre, voilà. Avec Vous grand avez aussi plaisir. un compte Telegram? Oui. Alors, on peut le retrouver, c'est quoi? C'est Action Veritas sur le Telegram. C'est Action Veritas, mais il faudra que je donne aussi le lien que je ne connais pas par cœur. Oh, bah, si chacun sur Telegram clique Action Veritas, oui, on finira par que ce soir, le compte de Action Veritas double en nombre d'abonnés, les amis. C'est ça. Que vous alliez ou pas au pèlerinage, d'ailleurs. Alors, moi, j'invite en tout cas tout le monde à découvrir ces merveilleux endroits que sont Lisieux et Pontmain. Notamment Lisieux, c'est très, très impressionnant la chasse de Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse. Mon épouse et moi y avons vécu un moment très très fort, il y a déjà une dizaine d'années. Et voilà. Ce sont des saints qui sont simples, silencieux et porteurs. Et ce sont, s'ils ont été canonisés, c'est pour leur vie de sainteté. C'est pas parce qu'ils ont été les parents de Thérèse. C'est pour leur vie de sainteté. Et le monde, la France, le monde a besoin de familles saintes. D'ailleurs, ils voulaient être, pour leur petite histoire à eux, parce que c'est très intéressant, ils voulaient être religieux tous les deux. Ouais. Et finalement, ils se sont rencontrés sur un pont. Donc, à Alençon, on va justement visiter ce pont, des amoureux, donc. Et voilà, et lui était elle était dentelière, donc des gens tout simples, des artisans.
Et donc, il y a une petite inscription sur leur plaque où c'est en fait Dieu toujours servi premier. C'est-à-dire même dans l'amour charnel, même dans l'amour d'un couple, même le conjoint, il y a toujours Dieu en premier. Et quand il y a Dieu en premier au centre, ben, ça fait que de l'amour. Et encore plus d'amour. Et ça, c'est vraiment un message très important pour nos familles déchirées. Voilà, il n'y a plus beaucoup de liens de mariage, il y a énormément de divorces, d'avortements, maintenant l'euthanasie, parce qu'en fait tout est lié. Donc il y a une déchristianisation en même temps qu'une culture de mort qui s'installe. Et voilà, et nous, on doit se raccrocher à des exemples de vie, en fait. Et on le trouve dans la vie des saints. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis convertie. Hein. C'est vrai qu'en lisant la vie des saints, franchement, il se passe un truc. Hein. Alors, c'est pareil, toi, par exemple, tu as été les voir, il se passe un truc. En tout cas, quand on arrive, on voit une image, il se passe un truc. Quand on commence à se renseigner sur qui sont ces gens, eh bien, voilà, on ne peut plus passer à côté, en fait. Est-ce qu'on peut parler un peu des apparitions de Pontmain? Donc, tu avais dit, c'était en 1871. Oui, c'est ça. Donc, il y avait donc c'était vraiment un petit village qui mourait de faim. Hein. Là, vraiment, il y avait. En plus, c'était en plein hiver, un 17 janvier, imaginez-vous. Donc, c'est la guerre, ils ont plus à manger et donc c'est la fin. C'est la fin parce que les Prussiens avaient gagné. Hein. Et donc, il manquerait plus qu'ils écrasent ce village. Et donc, elle est apparue à 3 enfants. Joseph Bardelette et puis d'autres petits-enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que les enfants qui voyaient la Vierge. Aucun des adultes, même pas le prêtre, même pas la religieuse. Et c'était des enfants très pieux aussi, hein, qui, comment on dit ça, ils travaillaient sur les ajoncs, c'est des fleurs très piquantes et tout ça. Donc après leur journée d'école et tout ça, ils travaillaient en plus avec les enfants, avec les parents dans les champs, etc. Et donc, ben voilà, elle est apparue merveilleuse, couronnée dans un grand manteau bleu avec des étoiles, et elle n'a pas parlé. Plus il priait, plus il la regardait, plus elle grandissait. Alors chaque fois qu'il faisait un Ave Maria, c'était incroyable parce que les enfants étaient tellement subjugués que même tout le village est venu. Ils se sont dit, il y a quelque chose. Et donc, plus ils priaient, alors ils ont décidé de faire des Ave Maria, et plus ils faisaient des Ave Maria, et plus elle grandissait dans le ciel. C'était incroyable. Et donc, elle a apparu pendant 3 heures en plein hiver, et donc il faisait un froid terrible. Et ben, les enfants, ils avaient chaud. Ils étaient en plein milieu de la neige, à moins 15, et ils étaient complètement emportés par la chaleur de la Sainte Vierge. Vraiment une apparition extraordinaire. Et donc le message, c'est de prier en fait. Prier, mon fils se laisse toucher. Donc c'était aussi parce que dans ce village, ils étaient tellement malheureux, et ils avaient faim, hein, je veux dire, c'était la guerre, qu'ils avaient perdu la foi. Pourtant, c'était un village très pieux, et ils en avaient perdu la foi. Et donc, la Vierge, elle apparaît à ce moment-là pour qu'on retrouve la foi malgré les épreuves. Et ça, c'est très, très important. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, si j'ose dire. Dans ces temps troublés qui sont les nôtres, où les urgences sont vraiment ailleurs, on a les complications des vaccins Covid, on a 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, on a la France qui brûle avec des incendies partout et des moyens de l'État qui sont absolument dérisoires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un pèlerinage et des prières, c'est complètement dérisoire et dépassé? Je suis provocateur exprès. Bah, écoute, merci pour la. Aurore, vous arrivez à réagir en première. Pas du tout. Moi, je pense que justement, il faut s'ouvrir à quelque chose d'autre. On est tellement poussé à regarder l'extérieur que je pense qu'on a besoin de s'ancrer. Et s'ancrer, ça peut passer par la foi. Je pense que ça, c'est important. On est tellement aspiré par l'extérieur, par toutes ces nouvelles. Et je pense que l'humain n'a pas cette capacité à être attentif à tout le temps, à avoir autant d'informations qui viennent comme ça par rapport à notre système nerveux. Je pense qu'on a besoin aussi de se raccrocher à d'autres choses, à s'ancrer, pour voir aussi ce qui se passe à l'intérieur.
Oui, autrement dit, arrêter de se disperser, mais se recentrer sur l'essentiel. Voilà, J'écris c'est ça. essentiel avec un C majuscule au plein milieu. Mais après, ça n'empêche pas de quand même vivre dans la réalité, puisque la réalité, elle fait partie de nos vies. Mais on a besoin, je pense, d'un équilibre, d'avoir des choses qui nous permettent de nous ancrer à l'intérieur et des choses qui nous permettent quand même de voir ce qui se passe à l'extérieur et surtout ce qui n'est pas normal en fait. Puisqu'à l'heure actuelle, on veut nous faire passer des choses anormales, normales, par habituation mentale, et ça, c'est extrêmement dangereux en fait. Céline, t'as pas l'impression de brasser du vent en allant faire un pèlerinage alors que tu as tellement à faire à côté? Au contraire, c'est Jean Levadou qui m'aide beaucoup pour ce pèlerinage d'ailleurs, qui est vice-président de la France Prix, qui, après cette loi sur l'euthanasie, qui est une loi de mort en fait, on a l'impression que le bon Dieu, il n'est pas content en fait. Et il laisse faire. Et donc, juste après cette euthanasie, cette loi vraiment horrible de tuer des gens, enfin, il n'y a pas d'autre mot, et bien, est arrivé les feux. Alors, bon, moi, je suis un peu comme vous, Eric. Ça fait longtemps que j'ai compris que ces feux qui emportaient toute nos terres ne venaient pas d'un fumeur égaré qui avait jeté un mégot. Ça fait très longtemps que j'ai bien compris ça. Et là, je me dis, mais encore mieux, il laisse faire le bon Dieu. Et il laisse pas faire parce qu'il a envie que tout crame, hein, mais il laisse faire parce que il est tellement pas content de. Et quand c'est que vous allez vous tourner vers moi? Parce que moi, je peux tout arrêter. Moi, je sais faire. C'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez qu'à Cotignac, donc dans le Var, là, bon. Maintenant, il y a Bordeaux, mais il y avait Cotignac il y a quelques jours. Et il y a un endroit qui a été épargné par les flammes, alors qu'il y a eu des centaines d'hectares autour, hein. C'est donc le sanctuaire de Cotignac, la maison de Saint-Joseph et la maison de Notre-Dame-des-Grâces. C'est-à-dire que les flammes, elles ont dansé autour de ce sanctuaire, mais elles ne l'ont pas brûlé. Et donc, il y a des prêtres aussi qui disaient, un jour, l'année dernière, moi j'habite dans le sud, et tout a cramé aussi dans la région de Narbonne. Et il y a eu une ferme qui a été épargnée, et parce qu'elle avait mis tout autour des médailles miraculeuses. Donc ça, c'est des signes du ciel, c'est des faits, et qui montrent que, justement, ce pèlerinage, j'ai envie de dire, pas le mien, mais c'est essentiel de se tourner vers le ciel. Donc le ciel, comment on peut toucher le ciel, comment on peut avoir la vie éternelle, comment on peut vivre en état de grâce sur la terre? Eh bien par le baptême en fait, par le retour à la foi, par le retour à l'obéissance à l'Église, voilà, reconnaître notre Seigneur, la source de la vie en fait. Et on est en France, on peut pas ne pas se rendre compte que c'est la terre des rois, c'est la terre du bon Dieu, c'est la France. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Et si on ne l'ignore pas, il nous viendra en aide. C'est ce que je pense. Cette histoire des monastères épargnés dans le Var me fait penser à celle du monastère jésuite à Hiroshima, au moment où la bombe a explosé, alors que le monastère était juste à 100 mètres de l'hypocentre de souffle de la bombe, et ben, il a été épargné. C'est un endroit où on récitait quasiment tous les jours le rosaire. Voilà. Voilà. L'arme atomique. L'arme de construction massive. C'est ça. Et toi, Elodie, tu n'as pas l'impression de brasser du vent en faisant ce pèlerinage alors qu'on a tellement de choses à faire dans ce monde? Eh bien, écoute, pile au moment où tu nommes cette histoire de rosaire à Hiroshima, la cloche de l'église de Cadouin sonne. Donc déjà, je trouve que c'est un joli clin d'œil. Alors certes, il est la demi, mais quand même, ça aurait pu être à une seconde près raté. Eh bien non, parce que je crois que pour agir bien, il faut agir juste. Et il me semble que dans l'affolement, on est rarement bien et juste, sauf lorsqu'il y a un lion qui nous court dessus. Mais là, c'est pas le cas. Je pense que la prière, ça c'est pas je pense, la prière est la première action. Pour les gens, prier, c'est ne rien faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire rien faire? Non. L'action de pèleriner et de prier doit être primordiale, première et absolue dans nos vies.
Maintenant, c'est sûr qu'il faut y parvenir dans cette société qui dissout et qui divise et qui inverse tout ce qui est bon, de tout ce qui est mal. Mais comme l'a dit Aurore, qui pour l'instant n'est pas une pratiquante quotidienne, mais ça c'est ce qu'elle croit d'ailleurs, parce que pour pratiquer, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas qu'une seule forme, il me semble. Mais quand on est dans l'affolement, on ne peut pas être juste. Voilà. Je pense que tu le sais, Eric, hein, lorsqu'on est même dans des situations d'urgence, il y a toujours un moment où on fait un pas de côté pour se dire, attends, quel plan on va mettre en action? Eh bien, nous qui sommes catholiques, ce pas de côté, ça commence déjà par la prière. Et je pense que on peut pas faire autrement quand on a trouvé ce sens-là dans notre vie que de montrer l'exemple. Et il n'y a pas mieux comme pèlerinage pour montrer l'exemple. Enfin, je pense qu'il faut être simple, mais il faut oser aussi se montrer. Est-ce que pendant ce pèlerinage, vous allez communiquer, notamment sur les réseaux sociaux, ou est-ce que vous faites un blackout complet pendant cette période-là? On a notre chevalier servant. On a notre chevalier servant Néo Salva qui participe à la 4e édition, mais hélas, il n'est pas là les 2 premiers jours, donc c'est pas grave. Et donc je cherche quelqu'un qui pourrait filmer ça. Si c'est pas filmé, c'est que ça devra pas l'être, parce qu'on est aussi dans un couvent pendant ces 2 jours. Même Isaac, on va faire toutes les conférences, mais peut-être que c'est mieux que ça soit pas filmé, je sais pas. Mais en tout cas, les caméras sont autorisées, les journalistes sont les bienvenus à venir filmer et prier. Et à partir du 22, on a Néo Salva avec son drone dans tous les coins. Donc là, festival, pas de souci. Avec grand plaisir, en tout cas. Je propose qu'à la régie, là, on mette le programme. Je propose qu'on installe le programme à l'écran, jour après jour, de ce qui va se passer. On avait parlé donc de Lisieux, Montligeon, Pontmain. Alençon et Avrier pour commencer le 20 août. Donc ça commence du jeudi jusqu'au lundi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la carte, c'est-à-dire que évidemment, faire les 5 jours, les pluies de grâce ne vont pas finir de tomber. On a un prêtre dominicain qui est en plus d'une bonté infinie, très très à l'écoute, très très proche de nous et très intelligent. Et donc ça c'est bien pendant 5 jours. Et si vous voulez venir que 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Et ça aussi c'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation. Mais voilà, on le fait avec plaisir parce que c'est pas facile de trouver 5 jours. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus comme vous êtes. Il y a des dames aussi qui m'ont appelé en me disant, mais Céline, toi, des fois, tu nous montres des prières, mais nous, on sait pas faire ça. Faut quand même que je rappelle que quand même, j'étais plutôt punk nihiliste et je suis nouvellement convertie. Donc, j'ai pas non plus c'est juste que je m'y suis mis. Donc, ça vient tout seul quand on cherche. Et il y a, en fait, on vous demande pas d'être des tradis catholiques et de savoir par cœur votre prière en latin, pas du tout. Venez comme vous êtes et les grâces, vous les aurez et vous aurez les réponses que vous attendez à votre moment à vous et il n'y a aucune obligation. Vous voulez pas assister à la messe, vous assistez pas. Vous voulez regarder par curiosité, vous venez. Vous voulez prier, vous voulez prier. Vous vous mettez à genoux, vous vous mettez à genoux. Vous voulez parler à un prêtre, vous voulez vous confesser avec grand plaisir. Vous verrez comme votre âme il va se passer quelque chose. Vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Venez nous rencontrer. Il y a des victimes comme Aurore qui ont besoin aussi de parler de leur histoire. Donc voilà, il y a vraiment aucun problème. C'est vraiment ouvert à tout le monde et j'insiste sur ce point-là. Alors, je pense notamment, puisqu'on parle des victimes, il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant en fauteuil roulant ou marchant avec une canne ou avec des problèmes cardiaques qui peuvent justifier de ne pas faire des longues marches. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Oui. Et justement, il n'y a pas de longue marche. On n'a qu'une procession le jeudi qui fait 600 mètres et on va au Champ des Martyrs, on va dans un cimetière
voilà, à côté du couvent. Et sinon, c'est tout le pèlerinage, on va d'un point à un autre, hein, donc il y a quand même 5 jours autour de la Normandie, mais ça se fait en voiture, bien sûr, on covoiture, voilà, on met en place une organisation, mais bon, chacun se déplace avec sa voiture, et la seule marche, finalement, c'est quand on fait les visites. Donc, ça demande vraiment pas beaucoup d'efforts physiques, justement, pour permettre à tout le monde de venir. Très bien, je pense que c'était Et en important plus, j'ai tout de le souligner. organisé. Oui, et puis les hébergements sont pas chers. J'ai trouvé des petits gîtes à 25 €, des restaurants à 20 €, 15 €, pique-nique. On fait tout pour que ça soit accessible. 5 jours, venez avec 200 €, vous avez tout compris. On peut pas faire moins. Et si vous venez qu'une journée, les logements sont même gratuits au couvent d'Avrier. Évidemment, vous pouvez faire un don aux dominicains qui seront contents, mais ils demandent même rien. Donc, l'argent ne doit pas être non plus un frein. Et c'est important de le dire. Très bien. Est-ce que l'une ou l'autre avait quelque chose à rajouter sur ce sujet? Combien il y a d'inscrits pour le moment? On est une cinquantaine, plutôt 40 là. Entre 40 et 50. 46 exactement. Et l'an dernier, vous étiez combien? À peu près la même chose. Excusez-moi, mais j'ai le batterie faible. Je branche l'ordi. D'accord. Donc, avec des personnes voilà, nouvelles, c'était à peu près, on était plutôt 30, là on passe à 45, donc voilà. Et 50 personnes qui viennent pendant 5 jours, c'est vraiment c'est un gros groupe en fait. Et après se rajoutent des petits îlots, voilà. Bon, c'est cette période, ce pèlerinage dont va avoir lieu en Normandie, un territoire qui n'est pas touché par les terribles incendies actuels. Mais cependant, je sais que cette situation vous touche aussi, hein, de la part de nos agriculteurs, de toutes les personnes qui habitent là-bas, des pompiers aussi qui sont sur le terrain. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre un message à leur transmettre, ou même pourquoi pas une invitation? Ben oui, bien sûr, comme j'ai dit, c'était à la base, j'avais créé ce pèlerinage pour les soignants suspendus et les victimes, mais évidemment, ça s'arrête pas là. C'était juste une entrée, voilà, que j'ai trouvée parce qu'à ce moment-là, je faisais partie d'associations, on va dire anti-vax. Mais bien sûr que le pèlerinage est ouvert à tous, et en particulier aux gens qui souffrent, donc en particulier aux agriculteurs, en particulier aux personnes victimes de pédophilie, parce qu'on ne parle pas de pédoland, mais c'est quand même une véritable catastrophe. Dans nos milieux de résistants, on commence à s'agréger. En fait, tous les combats deviennent un. Et donc, j'ai pas encore fait d'émission pour plus axer dans ce sens, mais il est évident que ce n'est pas du tout que pour les victimes des vaccins. Donc, vraiment, s'il y a des agriculteurs qui veulent nous rejoindre, avec grand plaisir. Et on leur donnera aussi la parole, d'ailleurs. Élodie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, avec plaisir. Je crois que c'est vraiment comprendre qu'aujourd'hui, notre action sur Terre, elle est commune. Elle est commune, même si elle prend des formes différentes. Donc, il y a plein de combats, mais qui finalement n'en sont qu'un seul. Donc, bien sûr que la solidarité doit être de rigueur, y compris dans la prière et dans le pèlerinage. Donc, comme le dit si bien Céline, ce pèlerinage est ouvert à tous, parce que finalement, sur Terre, nous sommes toutes et tous des victimes de cette société mortifère. Donc, nous retrouver dans l'action juste, il est temps, je dirais. Merci beaucoup. Aurore? Oui, je pense qu'on a chacun besoin d'ouvrir notre cœur, quel que soit le milieu, quel que soit notre rôle dans la société, en fait. On est tous une part importante, un petit colibri, et le pèlerinage, il est important aussi pour ça. Je n'oublie pas une chose importante que m'avait dit un prêtre concernant juste après la chute du mur de Berlin, où on pensait que tout était vraiment fiché et ne pouvait plus être
bougeait, c'était statique et c'était définitif. Il a dit, mais il y avait quand même des personnes dans les églises qui priaient, c'est les babouchkas. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la prière des babouchkas a fait tomber le régime soviétique. Donc, ne négligez pas la prière. Je suis absolument convaincu que cette part que l'on adresse au ciel, cette supplication au ciel n'est pas vaine, ne restera pas lettre morte. C'est le message de Notre-Dame de Pontmain, c'est vrai. C'est le message de la Vierge Marie à chaque fois qu'elle apparaît quelque part. Il faut quand même se rappeler que la France est le pays qui a été le plus visité par la Vierge Marie. Bien sûr, il y a les endroits les plus connus comme Lourdes, comme la Salette, comme Pontmain, mais il y a aussi d'autres endroits où il y a eu lieu des apparitions et des événements qui laissent perplexes. Moi-même, je viens de Boulogne-sur-Mer, là où il y a eu lieu les tout premiers pèlerinages à la Vierge Marie. Notre-Dame de Boulogne est très connue, et si on parle de Boulogne-Billancourt, Notre-Dame de Boulogne, c'est parce que c'est en référence avec Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer est considérée comme Boulogne-la-Grande et Boulogne-Billancourt la petite, à cause du petit pèlerinage créé par Philippe le Bel. Donc, tout ce qui touche les apparitions de la Vierge Marie me parle particulièrement à cause de cela. Ce que je vous propose, les amis, si on en a terminé avec ça, c'est qu'on va accueillir Philippe Grégoire, qui est là dans le studio et qui va nous parler de cette urgence, cette loi d'urgence agricole dont il souhaitait dire quelques messages non seulement aux agriculteurs, mais aussi à toute la population. Il n'est pas là. Ah, il m'a dit qu'il était là, je viens d'avoir un message. Non. Ah. Bah, je vais lui laisser un message. Il s'est peut-être trompé de lien et qu'il a pris le lien YouTube au lieu du lien StreamYard. Je lui envoie tout de suite. Voilà, je pense qu'il avait confondu les deux liens et je lui ai renvoyé le lien StreamYard, il ne devrait pas tarder à arriver. J'ai eu aussi un petit message pendant qu'on parlait de Éric Mercier, qui salue tout le monde. Et oui. Voilà, je lui ai aussi envoyé le lien en vitesse, mais je ne pense pas qu'il sera avec nous. Mais bon, je lui ai dit que en tout cas, il participe au pèlerinage. Il fera sa conférence sur l'euthanasie. Et surtout, c'est la troisième fois aussi comme Élodie qui participe. Parce que ce pèlerinage, c'est pas que de faire une conférence. Je pense que c'est même pas ça qui le motive en premier. C'est de venir parce que on est un groupe vraiment de joyeux lurons. Faut quand même pas oublier que pendant 5 jours, on s'amuse bien, on échange. Aurore, elle est venue à Lourdes, elle revient parce que l'ambiance était terriblement chaleureuse et donc c'est pas comme une colonie de vacances, mais on est quand même pas loin. Donc voilà. Très bien. Eh bien, les amis, on accueille donc Philippe. Bienvenue à toi, Philippe. Bonjour, tu as entendu un petit peu de notre émission. Je vous voyais, je vous écoutais depuis 8h30, mais j'étais sur l'autre, effectivement, sur YouTube. Et voilà. Voilà. Donc, je vous entendais depuis 8h25 à peu près. Eh bien, Philippe, ces dames sont très impatientes d'entendre ce que tu as à dire, parce qu'on est également très touchés par ce qui arrive, comme tout le monde, comme nous tous, au monde agricole. J'ai que 15 minutes parce que j'ai une autre émission à 21h. Oui. Mais en 15 minutes, ça va y aller. Bah, le problème de la loi d'urgence, de toute façon, c'est la loi d'urgence agricole. Donc, moi, je suis agriculteur près d'Angers. Agriculteur, producteur de lait jusqu'à l'année dernière, producteur un peu de viande et vente de fourrage maintenant. Mais c'est pour faire diversion, c'est tout. Hein. Donc, une année, c'est l'agribashing, une année, c'est le pétrole, une année, c'est le loup, une année, c'est voilà. Donc là, la loi d'urgence, elle est destinée à améliorer les permis de construire pour faire des grands élevages. La ministre nous a dit qu'on manquait d'œufs en France, donc fallait faciliter les permis de construire les grands élevages pour les œufs. Elle a oublié de dire que les gens avaient arrêté
la production d'œufs parce que les gens étaient payés 8 centimes l'œuf. Ça, elle a oublié de le dire, mais ça, et c'est bien qu'il ne faut pas parler de ça. Et puis après, le reste, que ce soit les phytosanitaires ou tout ça, ça ne résoudra rien. Les agriculteurs vont manifester en fin d'année avec la FNSEA, bien sûr, à la manœuvre, parce qu'il reste 4,50 € sur 100 € TTC quand vous faites vos courses, moins que le taux de TVA. C'est ce qui reste en moyenne, toutes filières confondues, 4,50 € sur 100 € TTC. Donc on peut faire des bassines, hein, on peut monter l'irrigation. Hein. Moi, au SAMU social agricole, j'ai des gars en redressement, ils arrosent depuis les années 70. Hein. L'irrigation n'a rien à voir avec le revenu. Les gars qui irriguent, il leur reste 4,50 € sur 100 € TTC, c'est tout. Ça ne change rien. Donc tant qu'on ne reviendra pas sur une agriculture locale à l'échelon des territoires avec les PAT, les projets alimentaires territoriaux, où le maire, il a l'obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde pour s'alimenter localement et que l'agriculteur reprenne la facture. Il ne faut pas que ce soit la coopérative qui fasse la facture. Il faut que ce soit l'agriculteur. Et après, des organisations de producteurs par filière, gérées par les agriculteurs avec une gestion des volumes et on reprend la facture. Tant qu'on ne fera pas ça, on peut passer tout notre temps à discuter, ça ne marchera pas. D'abord, on le voit, hein, quand vous voyagez sur les routes, il y a 2 700 000 hectares en friche aujourd'hui, il y a de plus en plus de terres à l'abandon, il n'y a plus de rentabilité, donc les gens jettent l'éponge. On est quand même à un endettement moyen de 270 000 € par exploitation agricole, avec un âge moyen de 51 ans et 4 mois, donc on voit bien que le bateau coule, et le bateau coule parce que, voilà, c'est le libre-échange, hein, c'est tout. Moi, j'étais hier avec un Mexicain au téléphone, ils sont payés 3-4 € de la journée, là-bas, les salariés. Et ça dépend des endroits, ils font 10 heures par jour jusqu'au samedi midi. Bon, donc, c'est pas la peine. Je veux dire, celui qui pense que le libre-échange peut marcher, non, il peut pas marcher. Même si on remet l'acétamipride comme les autres, c'est pas l'acétamipride qui va nous sortir du problème. Le problème, il faut reprendre des prix de souveraineté nationale à l'échelon des territoires. Tout ce qu'on peut produire, on est capable de le produire chez nous. Et le reste du commerce, il faut le faire sur la base de la coopération entre les États et non du libre-échange. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et le problème de l'irrigation, parce que là, on a une sécheresse importante, la sécheresse, c'est une conséquence, comme l'abattage des animaux, la DNC, la grippe aviaire, les inondations, c'est des conséquences. Mais ce n'est pas la cause. La cause, c'est les 4,50 €. Il n'y a pas de revenus. Donc, à partir du moment qu'il n'y a pas de revenus, on tourne en rond, hein, c'est tout. C'est l'agroalimentaire et les grandes surfaces, les centrales d'achat qui mènent la danse. Et puis, l'agriculteur, voilà. Et aujourd'hui, quand même, sur 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il n'y a que 3 milliards qui sont facturés par les agriculteurs. C'est-à-dire ceux qui font leur fromage, ceux qui vendent du vin en bouteille, c'est vraiment tout petit. Donc, on a laissé la main à nos acteurs de l'agroalimentaire, agro-industrie, et donc le schéma, il s'est calé là-dessus. Hein. Le schéma, les autres ne sont pas mieux que nous. Hein. Les Italiens, les Allemands, ils ont les mêmes problèmes que nous. Mais le schéma s'est collé là-dessus parce qu'en fait, on est dans une financiarisation de l'économie, et dans cette financiarisation de l'économie, les décideurs, moi j'ai fait un mandat avec Le Maire sur Sarkozy et un avec Stéphane Le Foll, voilà, j'y vais pratiquement plus, très peu depuis que c'est Macron, parce qu'on est un peu écarté en tant qu'indépendant, mais en fait, le curseur de tous les chefs d'État et de gouvernement, ils regardent le business, la financiarisation. Donc comme en France, les antibiotiques, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Les phytosanitaires, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les semences, les semenciers tenus par les bras FNSEA, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le machinisme agricole, entre 8 et 9 milliards de chiffre d'affaires suivant les années. Et les aliments du bétail, où est le groupe Avril, où est Arnaud Rousseau, leader des aliments du bétail, 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc le schéma agricole, il est calqué là-dessus. Donc, alors que ça va vers l'agrandissement, toujours plus d'endettement, des fermes de 500, il y en a qui veulent avoir 1000 hectares maintenant, et c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut revenir avec des fermes familiales à dimension correcte,
replanter des haies, faire de l'agroforesterie, et là, on va créer des emplois sur les territoires, et les petites exploitations produisent plus que les grandes. Hein. Elles sont beaucoup plus vertueuses que les grandes. Les grandes exploitations, elles détruisent la valeur travail, elles détruisent les emplois. Donc, on fait tout l'inverse. On est parti sur un modèle à l'australienne, où bientôt, les gars, il y en aura un dans le canton qui cultivera les terres. Et le gars, ben, moi, je le récupère au SAMU social agricole, parce que j'ai des gars qui ont 400-500 hectares et plus, ils se prélèvent 1 000 euros. Bon, bah, si c'est ça l'avenir de l'agriculture, avoir 400 hectares et se prélever 1 000 euros, moi, je ne comprends plus rien. Là, il y a un problème. Et moi, je fais partie quand même, Philippe, des personnes qui considèrent que ceux qui nous nourrissent, s'ils sont sous-payés, en tout cas moins bien payés que ceux qui reçoivent la nourriture, c'est qu'on est dans une société qui ne tourne pas rond. Mais est-ce qu'on peut réellement arriver à tout ce que tu proposes là, cette indépendance, cette souveraineté, tout en restant dans au sein de l'Union européenne, dont on sait à quel point elle broie les meilleures volontés du monde? Oui, alors on peut le faire en 2 temps. Là, il y aura des surprises à l'élection présidentielle que je sais, mais je n'ai pas le droit de dire. Il faut aller dans 2 étapes, il faut aller par 2 étapes. La première étape, c'est que ceux qui seront élus, alors si c'est les bons qui sont élus, c'est de faire signer un décret, on peut, hein, le gouvernement peut, que les lois, en restant dans l'Union européenne dans le premier temps, que les lois françaises surplombent les lois européennes, sont au-dessus des lois européennes. Et à partir de là, on va commencer à travailler. Et après, oui, à terme, l'idéal, c'est d'arriver à en sortir, mais il faut le faire en 2 temps, 3 mouvements, parce que si on annonce la couleur dès le départ, qu'on veut sortir de l'euro, parce que pour arriver à se financer, il faut une banque nationale d'État. On peut désendetter les agriculteurs, hein, on peut transformer les dettes en rente perpétuelle, on a tous les outils pour le faire. On peut relancer l'agriculture avec l'épargne des Français, hein, en prenant une partie, en les rémunérant, bien sûr, mais en relançant l'activité agricole, comme on peut relancer l'industrie. Arnaud Montebourg l'avait proposé, ça, de relancer l'industrie avec les fonds de l'épargne. On a tout ce qu'il faut pour travailler, mais à condition de reprendre la main par rapport aux décisions de l'Union européenne et avoir des chefs d'État de gouvernement, hommes ou femmes, dignes de ce nom. Parce qu'on oublie souvent, mais l'agriculture, c'est l'entretien des territoires, 30 millions d'hectares qu'on entretient. On voit bien ce qui se passe avec les feux, là. Et puis, l'alimentation, c'est la santé. Et là, si je donne un mot des feux, tout le monde parle des incendies. Nous, dans les fermes, les incendies, ils sont dans nos trésoreries. Hein. Ils ne sont pas dans les bâtiments. Les incendies, ils sont dans les trésoreries. Les gens, ils sont ruinés, ils n'ont pas de trésorerie. Donc, on ne va pas pouvoir acheter de nourriture pour nourrir les animaux parce qu'on n'a pas d'argent. Donc, quand on va aller à la banque faire des prêts, inutile de vous le dire, ce que va répondre le banquier, votre ferme n'est pas rentable, vendez le troupeau. Donc, là, les feux, j'ai vu qu'il y en a qui passaient des messages en disant c'est lié à l'agricole. Bien sûr que c'est lié à l'agricole. Si les agriculteurs avaient été mieux rémunérés, qu'on avait gardé des moutons et de l'élevage dans les broussailles, il y aurait moins de broussailles. Pour les feux, il y aurait beaucoup moins de feux, ça coûte moins cher que les canadaires. Simplement, pour faire ça, il ne faut pas payer les moutons 6 euros le kilo, 8 euros ou 10 euros le kilo. C'est pas la peine, ça ne marchera pas. Si les gens ne sont pas rémunérés, rien n'est possible. Le premier boulot, c'est rémunérer les gens correctement. Après, il faut aller vers un modèle vertueux et par étapes arriver à sortir des phytosanitaires. On sait comment faire pour en sortir. Hein. Ça passe par les semences, hein, c'est tout. On a des semences résistantes. Dans la vigne, il y a des cépages. Il y a des cépages. Hein. En attendant que les hommes politiques changent, parce qu'ils se bougent les doigts du derrière, ça m'étonnerait fort. Quand on voit le problème numéro 1 en France, je pense que c'est Emmanuel Macron. Quand on voit que ce qu'il brigue maintenant, c'est pas seulement la République française, c'est même la direction de l'Union européenne. On peut être globalement inquiet. Mais l'individu lambda, qu'est-ce qu'il peut faire lui de son côté pour faire en sorte que ça change et de ne pas se lamenter? Est-ce que simplement aller voir son agriculteur local et payer le juste prix de ce qui est réclamé sans passer par les grands distributeurs, est-ce que c'est déjà pas une solution à envisager? Alors, on peut faire beaucoup de choses. Manger, c'est voter. Il y a 3 poignées de main à donner. La poignée de main avec les consommateurs et le maire de la commune, s'il veut jouer le jeu, pour relocaliser l'alimentation dans les 40 millions de repas qui sont distribués chaque jour en France dans la restauration collective. Il y a 40 millions de repas chaque jour
dans la restauration collective sur 206, 207 000 qu'on consomme chaque jour à peu près en France. Bon. Donc, il faut reprendre la main sur la facture et tous ceux qui peuvent, faut revenir acheter chez l'agriculteur. Ça, c'est un acte citoyen imparable. Là, on n'a pas besoin de l'autorisation ni de Macron, ni de Van der Leyen, ni d'Édouard Leclerc. D'ailleurs, pour relocaliser, la loi qui s'impose aux élus, pour relocaliser l'alimentation, elle est pas, on a le droit de la mettre en place. Elle n'est pas contraire à l'Union européenne. Le maire de la commune, s'il veut, il peut alimenter toutes les restaurations collectives localement. C'est pas contraire au traité européen. Rien ne l'empêche de le faire. Simplement, avec la pression qu'il y a des coopératives, nous je vois dans le Maine-et-Loire, il s'est créé des pôles par les coopératives et la Chambre d'agriculture, et les agriculteurs locaux, ils passent par cette plateforme, donc là, ça ne marchera pas. C'est pas la peine. S'ils passent par une plateforme Chambre d'agriculture coopérative, c'est terminé. C'est les 4,50 € sur les 100 € TTC, ça ne sert à rien. Ils vont faire de la com, il ne reviendra rien à l'agriculteur. Il faut que ça soit l'agriculteur qui fasse sa facture. Retenez bien ça. L'agriculteur, il faut qu'il reprenne sa facture. Tant que l'agriculteur n'aura pas sa facture, les autres, c'est un jeu. Ils s'amusent. Lactalis, LDC, tous les acteurs s'amusent de nous. Ils s'amusent. Imaginez, on est en pleine sécheresse. Il n'y a pas de surproduction, là. Parce que ça baisse en Irlande, les productions partout. La sécheresse touche l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Il y en a beaucoup de touchés. Le prix du lait, il baisse. Le prix du mouton, il baisse. Bigard fait baisser le prix de la viande. Non mais c'est vraiment c'est de l'asservissement. C'est de l'asservissement. Les amis, je pense que si ce que vous mangez ne vaut pas grand-chose en termes d'achat, c'est que vous achetez de la merde. Non, parce que si vous voulez, le problème, c'est que nous, on est considérés comme des producteurs de minerais. Voilà. Moi, j'ai pris l'exemple, on peut en prendre plein. Ma femme, elle a amené un fromage l'autre jour, et je prends pas. J'ai prêté attention. 43, je sais d'où il vient de la laiterie, je sais qui c'est qui fabrique ça. On est payé 43-44 centimes. 10 €. Le fromage qui est arrivé chez moi, il vaut 10 €. Et encore, ils ont enlevé les protéines de dedans, du lait. Il y en a une qui vaut 5 000 € le gramme, qui part dans les pharmacies. Donc, c'est même pas 10 €. C'est peut-être 11 ou 12. Et ce paquet-là de fromage, le producteur, c'est 43-44 centimes. Tant qu'on sera là, on peut faire la loi du plomb, on peut faire des bassines, on peut faire des grands discours. Ça sert à rien. Le problème central, il est là. Les paysans n'ont pas de rémunération. Après, on peut discuter des modèles. Ça, les modèles, il y a des modèles plus vertueux les uns que les autres. Mais tant qu'on est là, c'est pas la peine. Les gens, ils sont ruinés. C'est pour ça que les fils de paysans, ils veulent pas s'installer. Ils ont vu leurs parents galérer. Ils se tirent, c'est tout. Oui, c'est logique. On a dans le chat Anne-Marie Nagalezen, du potager en carré, qui est très active également, qui suit régulièrement nos émissions et qui nous parle aussi de la possibilité de vivre une sorte d'autarcie alimentaire. On avait déjà fait une émission ensemble, Anne-Marie, tu te souviens, était fantastique, et on avait pu voir, ou plutôt entendre les plantes chanter. Tu nous avais parlé des potagers carrés à la française, que tu pratiques du côté de Chinon. Je pense que ça serait la bienvenue qu'on puisse faire une émission à nouveau à la rentrée, parce que l'indépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire dépend bien entendu de nos agriculteurs locaux, mais également de ce que nous, on est aussi capable de faire à notre échelle dans nos propres jardins. Donc, si tu veux bien, Anne-Marie, on se recontacte très bientôt pour pouvoir prévoir une émission au mois de septembre. Je pense qu'on va encore se régaler. Est-ce qu'on arrive à 1 heure d'émission, les amis? Est-ce que Céline, Aurore, vous voulez réagir un peu à ce qu'a dit Philippe? Moi, j'ai quelque chose qui me vient quand on parle de souveraineté, c'est de notre bon roi qui nous manque tellement. Voilà, depuis la République, le plus mauvais roi était 1000 fois mieux que
que le meilleur des présidents. Et on était dans une terre sacrée. C'est la France. On était dans une terre de paysans. On était dans une terre de piété. Voilà, il y avait une redistribution qui se faisait. Là, on est dans un pays sans industrie, sans paysannerie. Le peu qui reste, c'est la corde au cou. Effectivement, ce que vous dites, c'est raison. En fait, il y a tellement pas d'alternative quand vous racontez cette histoire de fromage que c'est tellement juste ce que vous dites que franchement, sans un retour d'une personne qui met son cœur au service du Très-Haut, les paysans ne pourront pas retrouver leur souveraineté. Et ils vont continuer et nous, on ne pourra pas retrouver de la bonne nourriture parce que nous aussi, pauvres que nous sommes, nous n'arrivons plus à acheter les fromages à 10 € parce que nos salaires on devient le lumpen prolétariat. Donc, si vous voulez, moi, je mange plus que de la viande 2 jours par semaine. Je choisis le poulet en batterie. Je suis une très mauvaise consommatrice par rapport à ce que vous me dites. Je vais retourner chez mon producteur. Merci de m'avoir donné une leçon. Mais dans tous les cas, on est tous avec nos difficultés et franchement, on est sous l'eau, en fait, dans cette dictature. Et vous êtes les premiers. Et d'ailleurs, vous êtes vous les nourriciers. Donc, on vous a coupé la tête. Et donc, si on vous coupe la tête à vous, on nous la coupe à nous. C'est pour ça qu'il y a tout à revoir. Moi, monsieur, je suis infiniment reconnaissante de votre témoignage. J'aimerais vous inviter à notre pèlerinage parce qu'il se trouve que Avrier, c'est à côté d'Angers. Ça a tout changé. Avrier, c'est à côté de chez moi. C'est à 30 minutes de chez moi. Alors, si vous voulez bien venir pour une intervention, nous rencontrer, prier avec je veux nous. Bien. C'est à quelle date? Alors, c'est le 20 août à Avrier. Et vous êtes attendu pour une magnifique conférence aux côtés peut-être d'Éric Loridan, de Élodie Cazobiel, d'Aurore, de moi-même. Il faudra me faire passer, vous me ferez passer le lien, l'invitation. Oui, avec Éric, je pense qu'on va réussir à… Comme il a mon numéro. Voilà, comme ça. Je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai attendu. En tout cas, bienvenue et merci. Donc, excusez-moi, je vais juste vous dire le mot de la fin, ma conclusion, qui est important à faire savoir au grand public, c'est que les puissances économiques, là, depuis que c'est la financiarisation de l'économie, il faut savoir qu'au niveau mondial, en moyenne, les gens mangent 3 fois par jour, même si c'est pas vrai en Afrique et dans certaines parties de l'Asie. Le chiffre d'affaires de l'agroalimentaire dans le monde, c'est 10 000 milliards de dollars. C'est la première puissance au monde. Derrière, c'est l'industrie pharmaceutique qui arrive à 2 000 milliards de dollars. Et en dessous, c'est l'armement, 1 000 milliards de dollars. Donc tous les jours, les gens mangent, enfin presque tout le monde mange. Et ça, c'est une force de frappe considérable qui a mis la main sur la paysannerie, sur les 860 millions de paysans qu'il y a dans le monde. Et ils ont mis la main sur nous. Puis après, ils se battent avec les centrales d'achat, évidemment, qui sont surtout pas mieux que l'agroalimentaire. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais les paysans là-dedans, eux, c'est des petits moustiques. Hein, voilà. Et les chefs d'État et de gouvernement, ils sont financés par qui, d'après vous? Ils ne sont pas financés par les petits paysans. Hein, voilà. Donc, je m'excuse parce que je dois m'en aller, mais j'irai à Avrier. Eh ben, avec grand plaisir. Merci. On vous attend. Philippe, je t'ai transmis l'adresse mail de Céline. C'est à côté de chez moi, Avrier, c'est facile. On va se téléphoner alors. On s'y trouvera. Je t'ai envoyé le mail de Céline. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis bonne soirée. Merci bien. Bonne soirée, merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir. Voilà, on va juste avant de se quitter, Céline et Aurore, on va redonner les dates et donc on peut rappeler aussi l'adresse mail où te contacter, qui a circulé longtemps sous le bandeau, c'est celinedsf@gmail.com. Ici, on peut remettre réafficher les dates. 20 du août, jeudi 20 août, oui, du jeudi 20 août au lundi 24 août inclus. Donc, on commence à Avrier à compter d'Angers, puis Alençon, Montligeon et le point culminant Lisieux sur les pas de Sainte-Thérèse. En sachant que vous pouvez très bien faire une journée ou deux, ou le tout, c'est comme vous voulez, c'est à votre convenance. Et maintenant, on a un nouvel invité surprise et un conférencier hors pair, Philippe Grégoire, qui nous rejoint. Je trouve ça super. C'est ça c'est un scoop en direct. Fabuleux. C'est ça.
Une Je valeur compte Merci à sur vous. toi, Eric, pour me donner le téléphone. Merci beaucoup. Promis. Merci beaucoup à Merci. vous, Céline, Aurore. Merci aussi Elodie qui a dû nous quitter plus tôt et Philippe qui nous a donné des détails très importants sur cette urgence agricole. On vous souhaite, les amis, de très bonnes vacances si ce n'est pas déjà pris. Et puis, en ce qui nous concerne, sur JSF TV, on se retrouve au courant du mois de septembre. N'hésitez pas à faire partager cette émission. Et j'ai pas mal de projets, notamment, je peux vous le dire, à Nexus, j'ai rencontré Jean-Jacques Crèvecoeur, nous avons longtemps discuté, et nous avons convenu d'une émission mensuelle. C'est-à-dire qu'un lundi par mois, faudra encore définir lequel, c'est Jean-Jacques qui interviendra, et puis les autres émissions ont lieu avec des intervenants divers et variés. Merci à vous, portez-vous bien. N'hésitez pas à aller rejoindre le pèlerinage, une journée, 2 journées, le tout. Et puis n'oubliez pas que la France est le pays qui a été le plus visité par la Vierge Marie. C'est certainement pas pour rien. Et elle a un destin tout particulier. Mais il faut toujours lui donner un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, là, c'est la prière. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Breathe in, breathe out. Every path is a doorway now. Some here with the silence of a morning song. Some here with the drum and the night has begun. Some find their way in the crystal road. Some in the river where the wild winds grow. Yoga on a rooftop, heart open wide. Meditation like an ocean tide. Feet on the earth, eyes on the sky. Every soul let it out to fly. Different roads, one single line. Many colors, one pure sign. No road, no perfect line. Just the rhythm of being human. We feel in many ways, many ways. Through the night and through the day. With the plans, with the breath, with the prayer we say. Every heart finds its own highway. We feel many ways, many ways. With the laughter and the sacred space. Different paths but the same way. All returning to the same bright day. Sacred geometry drawn in the sand. A quiet mantra held in your hand. Candles burning, soft in snow. Letting go of what we used to know. Some feel dancing in the moonlit trees. Some with stillness by the deepest sea. Dialogues, their dreams and ancient songs. Medicine where the spirit belongs. Every voice is what you go. Many stories inside a song. No competition, no finish line. Just a soul remembering how to shine.
rhythm and the heartbeat goes. Sacred circles, our wisdom flows. Drums in silence, fire and rain, turn